Nous abordons le 4e chapitre, impact et gestion des facteurs climatiques. Premier chapitre, la systématique climatique. Qu'est-ce que le climat? Donc sa définition, c'est la suite des états de l'atmosphère dans leur succession habituelle. Échelle de temps et d'espace, c'est-à-dire que le climat va changer en fonction du temps, les saisons par exemple au cours de l'année, des cycles solaires tous les 11 ans, avec des pics d'activité tous les 11 ans, mais il va changer également dans l'espace selon l'altitude, la latitude. La climatologie permet de décrire et d'expliquer et de classer les climats, et la bioclimatologie étudie l'influence du climat sur les phénomènes biologiques. Ça va particulièrement nous intéresser en agronomie. On distingue donc en climatologie les éléments qu'on pourrait appeler les variables climatiques qu'on peut mesurer, tels que la température, l'humidité, la pression, le vent, et les facteurs ou agents climatiques, qui sont les causes, donc telles que la latitude, la continentalité, c'est-à-dire l'éloignement à la mer, les grands courants océaniques, l'altitude, etc. En France, on distingue une vingtaine de climats en fonction de la latitude, de la continentalité et du relief. Le relief a un impact sur la température puisqu'on perd 0,6 degrés pour 100 mètres d'altitude. Alors voyons d'abord le macroclimat et les notions liées aux climats régionaux jusqu'au microclimat. Vous avez à droite l'étendue considérée qui va de la région à la petite région, puis au bassin versant et carrément au couvert végétal, c'est-à-dire quasiment au champ. Et en colonne, les agents climatiques en bas, donc la latitude, le relief, la continentalité, qui ont un impact sur le climat régional, qu'on appelle macroclimat. Le relief, le couvert végétal, est-ce qu'il y a une forêt par exemple, ou un champ, ou un désert, ainsi que la nature du sol, qui a un impact sur le climat local dans les petites régions, l'exposition, les pentes, les orientations, l'environnement végétal impacte le climat au niveau des bassins versants, et puis la nature des végétaux, le port des végétaux, c'est-à-dire l'architecture, est-ce qu'elles ont des grandes feuilles, des petites feuilles, beaucoup, et la hauteur des plantes va influencer ce qu'on appelle le microclimat, c'est-à-dire le climat cultural au niveau du champ lui-même. Alors considérant le macroclimat, voilà une carte du monde qui présente les principaux macroclimats. Donc on a, en fonction de la latitude, au nord, des climats continentaux et océaniques, avec cette différence que les climats continentaux ont des températures plus extrêmes, alors que les climats océaniques sont plus tempérés. On a le cas particulier, donc ça on va trouver dans les grandes étendues d'Amérique du Nord et de l'Eurasie, avec la Sibérie par exemple. Les climats océaniques se trouvent plutôt à l'ouest des continents. Ils vont subir, dans l'hémisphère nord, ils vont subir des vents d'ouest, donc des vents marins. On trouve ça également sur la côte ouest des États-Unis. Ensuite, on a le climat particulier de la Méditerranée, donc en rouge ici, aux abords du bassin méditerranéen, et également en Amérique, dans la partie ouest-sud de l'Amérique du Nord. Il y a le climat chinois, donc qui se caractérise, on va le voir après, mais par un climat subtropical humide, et qui lui est plutôt à l'est des continents et à des latitudes moins élevées que le climat continental ou océanique. Il y a les déserts, donc le climat aride, qu'on va trouver donc, soit au niveau continental en Amérique ou dans le désert de Gobi en Eurasie, ou évidemment, bien sûr, au niveau de l'Afrique du Nord, mais également de l'Afrique du Sud et de l'Australie. Et puis, on a le climat des moussons, donc, qui est très particulier au niveau de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Les climats montagnards, essentiellement dans l'Himalaya, les Rocheuses, partout où il y a des montagnes, la cordillère des Andes. Les climats polaires, donc à l'extrême nord, au nord de la Sibérie, au nord de l'Alaska,
Et puis les climats, le climat équatorial au niveau de l'équateur, très chaud, très humide et sans saison, et les climats tropicaux avec un peu plus de saisons, une saison sèche et une saison humide. Alors dans les climats tempérés qui nous intéressent ici en France et en Europe plus généralement, on distingue deux grands sous-groupes, le climat océanique et le climat continental. Le climat océanique se caractérise par des étés frais et des hivers doux et humides, influencés bien sûr par les océans, et on y retrouve des courants chauds. Donc c'est la façade ouest des continents, ce qui fait que il faut voir que New York est à la même latitude que Madrid. Donc normalement, à Madrid, il devrait faire le climat qu'il fait à New York. On sait qu'il fait beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec. Donc c'est lié à l'influence d'un courant marin, le Gulf Stream, qui décharge ses calories sur les côtes européennes avant de remonter vers le nord de l'Europe, puis de repartir vers les États-Unis. Donc il fait un cycle entre la surface et le fond des océans. C'est une espèce de tapis roulant qui se charge en chaleur dans les eaux chaudes des Caraïbes et largue cette chaleur tout l'hiver sur les côtes européennes, ce qui permet à l'Europe, alors qu'elle est à la même latitude que l'Amérique du Nord ou que le nord de l'Amérique du Nord, d'avoir un climat beaucoup plus doux. Les amplitudes thermiques en climat océanique sont faibles. Plus on va dans les continents, plus les amplitudes thermiques entre le jour et la nuit, entre les saisons, sont fortes. On a des précipitations de l'ordre du mètre chaque année, qui sont bien réparties dans l'année. Ça se situe donc entre 35 et 50 degrés de latitude dans l'hémisphère nord, donc Paris, Londres, Dublin, Oslo. Berlin serait la limite orientale de l'Europe, au niveau du climat océanique. On parle de climat océanique dégradé. Certains auteurs vont parler d'un climat hyper-océanique pour la bande de terre, qui est vraiment sous influence journalière de la brume maritime, donc Vancouver, Seattle, Rouen, Nantes, Bruxelles, etc. Le climat continental, lui, se caractérise par des étés chauds et orageux et des hivers froids et plutôt secs. Ils sont en façade est des continents. Alors, techniquement, ils ne sont pas sur la façade des continents, mais au milieu des continents. Il se caractérise par une amplitude thermique forte, qui peut dépasser les 40 degrés d'écart entre le jour et la nuit ou les saisons. Des précipitations de l'ordre du mètre, mais qui sont moins bien réparties, surtout pendant la période estivale. L'influence de l'océan peut se faire sentir selon la direction de vent, mais c'est l'humidité due à l'évapotranspiration des terres, des forêts, des marécages et des lacs qui fournit les précipitations. Les villes côtières des façades orientales subissent surtout ce climat, malgré leur proximité des océans. Ainsi, New York a plus un climat continental qu'un climat océanique, alors que c'est au bord de l'océan, tout simplement en raison du régime des vents. Certains auteurs parlent là aussi de climat hypercontinental pour les régions intérieures des grands continents, où seule la Terre influence le climat. Donc, on va trouver ça en Sibérie ou au Canada. Les températures sont souvent extrêmes. On peut avoir plus 36 l'été et moins 64 l'hiver. Le microclimat, lui, on l'a vu, donc fait intervenir le relief, mais aussi l'effet des brise-vents, des haies, des zones d'ombre, un effet de l'exposition, est-ce que ce sont des coteaux, des pentes orientées au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, et bien sûr la topologie, mais aussi la présence de fleuves, de marais, de lacs, de sources d'eau. Ce qui intéresse beaucoup l'agriculture, ce sont les accidents climatiques. C'est-à-dire, une fois qu'on connaît le climat, on peut mettre en place un agrosystème qui fonctionnera la plupart des années. Mais le risque, même si on travaille bien et même si on a bien compris ce qu'on pouvait faire dans chaque climat, le risque, ce sont les accidents climatiques qui vont faire perdre la totalité, par exemple, d'une récolte une année donnée. Donc on peut mentionner les gelées d'hiver avec l'arrivée brutale d'une masse d'air froid. On peut avoir aussi le rôle de la neige dans cette histoire. Les gelées de printemps terribles, avec des refroidissements nocturnes. Ça peut être terrible sur des sols fraîchement travaillés. Et puis, la grêle, donc sont des nuages qu'on appelle les cumulonimbus, qui sont très froids, parce qu'ils sont relativement en altitude, avec des températures de moins 30 à moins 35 degrés.
Là, la seule façon de s'en protéger sont les filets anti-grêle. On peut mentionner les sécheresses et les canicules qui vont entraîner une déshydratation respectivement et un stress thermique. Et puis le vent qui a un effet de sécheresse en fait. On appelle ça un effet sur la demande climatique, l'ETP. Il favorise l'évapotranspiration et il peut également entraîner des dégâts mécaniques. Dans certaines régions soumises à des ouragans réguliers, on peut perdre des récoltes simplement parce que les arbres sont cassés. Voyons maintenant parmi les éléments climatiques, les causes du climat. Faisons un point sur le rayonnement avec un petit peu de théorie. Parlons d'abord d'énergie du rayonnement. Donc, le rayonnement, c'est une onde électromagnétique qui transporte de l'énergie. Donc ces ondes électromagnétiques se déplacent dans le vide en ligne droite avec une vitesse invariante c'est la vitesse de la lumière, presque 300 000 mètres par seconde. Le rayonnement a deux composantes énergétiques. L'énergie radiative, qui est proportionnelle au nombre de photons transportés. Alors ça, on voit ici directement la dualité des ondes électromagnétiques qui peuvent se comporter, en fait, qui sont à la fois descriptibles comme des particules, qu'on appelle les photons, mais également comme des ondes. Donc l'énergie radiative est proportionnelle au nombre de photons, et l'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde, d'où la nature ondulatoire de la lumière, et proportionnelle à la vitesse de propagation de l'onde, la célérité, dans le milieu traversé. Alors, il faut comprendre que la vitesse de la lumière n'est pas constante, en fait, elle est invariante. Ce sont deux notions différentes, c'est-à-dire que la lumière se déplace moins vite dans l'air que dans le vide, et encore moins vite dans l'eau que dans l'air. Par contre, elle est invariante, et là, il faut un effort d'imagination ou un saut de la foi pour comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que, quelle que soit la direction dans laquelle vous vous déplaciez par rapport à une source de lumière, vous observerez la lumière aller à la même vitesse. Alors que si vous vous trouvez dans une voiture qui roule à 50 km/h et que vous avez une voiture à côté de vous qui roule à 50 km/h, la vitesse de la voiture à côté par rapport à la vôtre est nulle. Dans votre référentiel voiture, vous ne voyez pas la voiture d'à côté se déplacer. Si par exemple cette même voiture arrive en face en sens inverse à 50 km/h, vous la voyez dans votre référentiel arriver vers vous à 100 km/h. C'est-à-dire votre vitesse plus celle de la voiture. Jusque-là, on se représente bien. Ça, c'est notre expérience quotidienne. Ça ne marche pas avec la lumière. C'est-à-dire que si vous allez vers un rayon de lumière ou que vous vous déplacez à côté d'un rayon de lumière, vous le voyez toujours aller à la même vitesse. Donc elle est invariante. Par contre, elle n'est pas constante, elle dépend du milieu. Donc c'est pour ça qu'on dit que la célérité, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. C'est grand C. Donc l'énergie d'un photon, elle s'écrit E égale hc sur lambda. Donc E, l'énergie en joules. Une constante h qui est la constante de Planck en joules secondes. La vitesse de la lumière en mètres par seconde, et lambda, la longueur d'onde de la lumière considérée. L'énergie du rayonnement s'exprime en joules, notez J. On distingue le flux énergétique, c'est l'énergie par unité de temps. Ça s'exprime en calories par seconde ou en watts, avec donc une conversion. Une calorie, c'est 4184 joules, et 1 watt, c'est 1 joule par seconde. La densité de flux, qu'on appelle aussi éclairement énergétique, c'est le flux énergétique par unité de surface réceptrice. Donc là, c'est intéressant, si vous faites des panneaux solaires, pour savoir la quantité d'énergie qui frappe le panneau solaire en fonction de sa surface. Donc là, ce sont des calories par centimètre carré par minute, ou bien des watts par mètre carré. Dans le watt, il y a déjà la notion de temps, puisque c'est un flux. Et enfin, il y a l'émittance, qui est le flux énergétique, qui cette fois est émis par une surface émettrice, avec les mêmes unités que la densité de flux. Comment se propage le rayonnement ? Eh bien, en traversant un milieu donné, l'atmosphère, un bloc de glace, n'importe quoi en fait, le rayonnement est en partie absorbé. Le flux initial, qu'on appelle phi0, s'atténue selon une loi exponentielle, et on a un flux de sortant qui est phi égale phi0 exponentielle moins KE, avec K, le coefficient d'absorption
ou coefficient d'extinction aussi propre au milieu, par exemple l'air, et E, l'épaisseur du milieu traversé. Si le flux atteint une surface, on va parler de flux incident phi i, il se fractionne. Il se fractionne donc en plusieurs parties. Une partie peut être réfléchie, donc c'est phi r. Donc phi r est égal à A phi i, A étant le coefficient de réflexion. Donc on a A égale phi r sur phi i, donc le flux réfléchi sur le flux incident. Il peut être absorbé par le matériau, avec là aussi un coefficient B, phi, qui est égal au flux absorbé sur le flux incident. Il peut être également transmis, donc avec un coefficient de transmission C, qui est le flux de transmission sur le flux incident. Le coefficient A, le coefficient de réflexion, est intéressant en météorologie aussi, parce qu'il est appelé albédo. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors l'albédo, on pourrait dire, pour simplifier, que c'est une mesure de la blancheur d'une surface. Si on considère le spectre visible, donc entre 400 nanomètres et 700 nanomètres, cet albédo A dépend de la couleur de la surface, donc de sa blancheur. Plus elle est claire, et plus A est proche de 1. Quand A est égal à 1, ça veut dire que l'intégralité du flux incident est réfléchie. Une surface qui absorbe la totalité de l'énergie, c'est-à-dire B étant égal à 1, est appelée un corps noir. L'intégralité du flux est absorbée, rien n'est réfléchi, c'est pour ça que le corps apparaît comme noir. Une surface qui transmet la totalité de l'énergie incidente, du flux incident, c'est-à-dire C est égal à 1, est dite transparente. Dans le cas contraire, si C est égal à 0, elle est dite opaque. Le verre, par exemple, est transparent aux longueurs d'onde comprises entre 200 et 800 nanomètres, mais il est opaque pour les longueurs d'onde inférieures ou supérieures à ces valeurs. Un matériau donné va donner un spectre d'absorption et un spectre de transmission qui lui sont propres, et également un spectre de réflexion. L'albédo, pour retenir, c'est que dans les modèles climatiques qui intègrent énormément de variables à l'échelle d'une planète entière, la Terre, mais en fait on peut le faire avec d'autres planètes, réelles ou virtuelles, eh bien, il y a un modèle climatique qui est stable, c'est ce qu'on appelle la planète blanche. Une planète entièrement recouverte de glace a un climat simplifié qui évolue peu dans le temps, parce qu'il y a peu de dynamique interne, du fait que l'essentiel des rayons incidents sont réfléchis vers l'espace. Donc on a une situation qui est stable en fait. Un corps qui absorbe de l'énergie rayonnante, donc si le flux d'absorption est non nul, c'est-à-dire si B est non nul, le coefficient d'absorption, eh bien le matériau va se réchauffer et émettre un rayonnement qui lui est propre dans la gamme des longueurs d'onde reçues, donc avec un spectre qui lui est propre. Donc ça, c'est très important. Si vous irradiez avec une lumière un objet et qu'il absorbe une partie de cette lumière, eh bien, sa température augmente. Et il émet, en fonction de cette température, un rayonnement propre. Le corps noir, en particulier, qui absorbe toute l'énergie électromagnétique reçue, va voir sa température augmenter, et s'il s'échauffe suffisamment, il émet un rayonnement qui lui est propre. Donc le corps noir, c'est ça, hein, il absorbe l'énergie magnétique, il émet un rayonnement propre. En physique, ce corps noir désigne donc un objet idéal qui absorberait 100% de l'énergie électromagnétique reçue, sans en réfléchir ni en transmettre. Son spectre électromagnétique, son spectre d'émission, ne dépendrait que de sa température. Et donc, ici, on a l'application de la loi de Vienne qui décrit la relation qui lie la longueur d'onde lambda max, qui correspond au pic d'émission lumineuse d'un corps noir, en fonction de la température, exprimée en Kelvin. Donc, lambda max égale un coefficient que divise la température en Kelvin. Le flux d'énergie émis par un corps noir, donc fonction de sa température,
est, selon la loi de Stefan Boltzmann, proportionnel à la 4e puissance de sa température absolue. Donc tout à l'heure, dans la loi de Vienne, on a la longueur d'onde du pic d'émission de ce corps noir. Ici, on a le flux d'énergie du corps noir, et on voit qu'il est proportionnel à la 4e puissance de sa température. Le corps noir est un concept. Dans la nature, de nombreux objets émettent de la lumière parce qu'ils ont une certaine température. Ils peuvent être considérés comme des corps noirs ou, de façon plus réaliste, des corps gris, presque noirs. Leur émissivité, epsilon, est comprise alors entre 0,95 et 0,97. Eh bien, selon cette définition physique, le Soleil est un corps noir. Alors, il est un corps noir parce que on néglige la réflexion par le Soleil des radiations retenues ou leur transmission, des reçus. Donc le Soleil est dans l'espace, il reçoit de la lumière des autres étoiles. Il reçoit également de la lumière qui réfléchit, qui est sa propre lumière réfléchie par les planètes du système solaire. Mais cette lumière est tellement négligeable par rapport à la lumière émise par le Soleil qu'on le considère comme un corps noir, c'est-à-dire qu'on considère que le Soleil ne réfléchit ni ne transmet rien de cette lumière incidente. En revanche, comme il y a une réaction thermonucléaire au cœur du Soleil qui élève très fortement sa température, le Soleil émet de la lumière. Alors, on va parler là de bilan radiatif naturel, et justement de cette lumière émise par le Soleil. Donc le spectre de radiation solaire est compris entre 170 nanomètres et 5000 nanomètres, avec un maximum vers 500 nanomètres. Donc de 170 à 400 nanomètres, on est dans le domaine des ultraviolets, de 400 à 700 dans le visible, dont la majeure partie du rayonnement photosynthétiquement utilisable, le PAR, et au-delà de 700, de l'infrarouge. On voit que l'essentiel de l'énergie émise par le Soleil, des longueurs d'onde, émises par le Soleil, se trouve dans la gamme des infrarouges. Par contre, le maximum d'intensité est à 500 nanomètres dans le visible. Comment se répartissent les spectres du rayonnement solaire? Les infrarouges représentent 46%, le visible 46%, et tout le reste, c'est-à-dire les rayons X, ultraviolets, radio et infrarouges, lointains, 8%. Comment se comporte ce rayonnement sur Terre, donc avec en particulier son interaction avec l'atmosphère, qui est la première chose que rencontre un rayon solaire. Donc à l'entrée de l'atmosphère, le flux d'énergie moyen reçu par la Terre est de 340 watts par mètre carré. D'accord ? 26% de ce flux est réfléchi à la surface de l'atmosphère par les molécules d'air et surtout la vapeur d'eau. En réalité, ça fait partie d'une diffusion orientée vers l'espace plus que d'une réflexion au sens strict. 19% sont absorbés par l'atmosphère. Les ultraviolets sont absorbés par l'ozone, O3, à hauteur de 50%. Et les infrarouges sont absorbés par le CO2 et la vapeur d'eau, ce qui entraîne un réchauffement de l'atmosphère. C'est le fameux effet de serre. Vous notez que, alors on mentionne le CO2, mais il y a aussi dans l'atmosphère des traces de méthane, de protoxyde d'azote, etc. Mais essentiellement, c'est du CO2 et surtout de la vapeur d'eau. Le gaz à effet de serre le plus important sur Terre, c'est la vapeur d'eau. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la grosse incertitude sur les modèles climatiques porte sur la formation des nuages. Donc les nuages ont ce site particulier que, d'un côté, surtout les nuages d'altitude, ils réfléchissent le rayonnement solaire incident, donc contribuant à refroidir la Terre, en empêchant les rayons de parvenir au sol, mais de l'autre, ils contribuent à l'effet de serre de façon extrêmement importante, contribuant à, on va le voir l'effet de serre juste après, comment ça marche véritablement, contribuant à réchauffer l'atmosphère. Donc dans les modèles climatiques, ce qu'on n'arrive pas à simuler, parce que la formation des nuages, c'est pas rien, ça dépend de la quantité d'aérosols présents dans l'atmosphère, de l'altitude, des courants marins, des vents, des températures, des pressions, bien sûr. C'est très difficile à modéliser, donc les grosses incertitudes se situent à ce niveau-là pour l'instant. On continue, 55% des rayonnements parviennent à la surface, essentiellement dans le domaine visible, 400 à 700 nanomètres.
4% sont réfléchis par l'espace en fonction de l'albédo. La réflexion est plus forte sur la neige et la glace des pôles que sur la forêt équatoriale. Et au final, si on fait le bilan, 51% du flux incident est absorbé par la surface. Donc de ce flux incident, il y a 51% qui est absorbé et qui contribue à réchauffer le sol et les océans. Il contribue aussi à la photosynthèse. Il est absorbé par les végétaux pour la photosynthèse. Par ailleurs, l'atmosphère et la surface se comportent comme des émetteurs d'énergie en fonction de leur température. Et comme leur température est de l'ordre de 300 Kelvin, eh bien, on se retrouve avec des longueurs d'onde dans l'infrarouge de l'ordre de 9,66 micromètres. Voici donc un schéma du bilan radiatif de la Terre, qui est globalement nul. C'est pour ça que la température moyenne de la Terre est constante. Alors elle est constante sauf si on modifie rapidement un des éléments de ce système, comme par exemple en émettant beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Donc vous avez à gauche le rayonnement en jaune, le rayonnement solaire, incident, 342 watts par mètre carré. Vous voyez qu'une partie est réfléchie par les nuages, les aérosols et l'atmosphère, et repart vers l'espace. On peut y ajouter le flux qui est réfléchi par la surface, et donc ça fait un total de flux de 107 watts par mètre carré qui repart vers l'espace directement. 168 watts par mètre carré sont absorbés par la surface de la Terre, les océans et les terres. 67% est absorbé par l'atmosphère. Cet échauffement du sol et de l'atmosphère va produire donc un rayonnement lié à la chaleur sensible qui modifie la température de l'atmosphère, donc par opposition à la chaleur latente, qui modifie l'état physique. Donc la chaleur latente va, par exemple, engendrer des précipitations. On va passer l'eau soit du stade hydrique, du stade liquide au stade vapeur, ou du stade vapeur au stade liquide. À droite, vous avez donc le rayonnement émis par la Terre elle-même. Donc ce rayonnement, il dépend de la température de la Terre. Donc on l'a dit, la Terre est émettrice, elle envoie 350 watts par mètre carré vers l'espace, mais une partie, 324 watts par mètre carré, va être réabsorbée par la surface en raison des gaz à effet de serre, donc du renvoi des rayonnements infrarouges de la Terre elle-même vers le sol et les océans. Ce qui est émis par l'atmosphère, c'est 165 watts par mètre carré. Et donc au final, on va avoir 235 watts par mètre carré de rayonnement infrarouge qui repartent vers l'espace. Regardons maintenant ce qui se produit au niveau d'une feuille. Donc, préoccupation agronomique. La réflexion des feuilles va dépendre de la dimension des cellules, du nombre d'acides cellulaires et de l'épaisseur de la cuticule et du parenchyme lacuneux. Par exemple, les feuilles de dicotylédone sont plus réfléchissantes en moyenne que celles de monocotylédone à épaisseur égale, en raison de ce parenchyme lacuneux plus développé. La réflexion dans le visible, eh bien, les feuilles ont une faible réflexion et une très faible transmission. L'essentiel du rayonnement visible est absorbé. Les feuilles sénescentes, qui ont perdu leur pigment chlorophyllien, vont augmenter la réflexion dans les longueurs d'onde jaune, vert et le rouge. Les poils blancs qui sont présents dans les climats très ensoleillés, comme les climats méditerranéens, sur certaines feuilles de certaines espèces, eh bien, augmentent la réflexion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peuplier argenté. Les feuilles du peuplier argenté, c'est magnifique quand il y a du vent. Elles sont littéralement blanches et elles scintillent dans la lumière, tout simplement parce qu'il y a des petits poils, un petit duvet sur la surface inférieure des feuilles, qui va avoir plusieurs effets, de maintenir un microclimat humide au contact de la feuille, mais aussi de permettre de réfléchir une partie du rayonnement. Les feuilles réfléchissent également dans l'infrarouge proche,
Les poils, les pigments, la cellulose des parois sont transparents, l'absorption est très faible. Dans les infrarouges moyens, la teneur en eau va affecter les propriétés optiques des feuilles. Les plantes adaptées à la sécheresse ont généralement des feuilles épaisses avec une réflexion très forte. Maintenant, la réflexion d'un couvert végétal. Elle dépend du taux de couverture du sol, qu'on mesure par l'indice foliaire. L'indice foliaire, IF, c'est la surface de feuilles par unité de surface de sol. En anglais, on l'appelle LAI, Leaf Area Index. L'effet du sol, donc réflexion ou absorption, disparaît si on a un indice foliaire environ égal à 3 pour les rayonnements visibles, c'est-à-dire 3 mètres carrés de feuilles par mètre carré de sol. Pour les rayonnements infrarouges, il faut que l'indice foliaire soit de 4 à 5, et pour les rayonnements proches infrarouges, de 5 à 6. La quantité d'énergie solaire absorbée par un couvert végétal dépend de la qualité, de la quantité d'énergie reçue et des propriétés du couvert végétal, c'est-à-dire de l'efficacité de l'absorption. Cette efficience d'absorption est maximum pour un indice foliaire compris entre 3 et 6. Ça va dépendre aussi de l'inclinaison des feuilles, c'est-à-dire du port de la plante, de son architecture. On mesure le rayonnement dans des stations météorologiques grâce à un pyranomètre. Il y a d'autres appareils qui permettent de le faire. Lui, c'est un capteur de flux thermique. En fait, il mesure les radiations solaires dans tout le spectre, sous forme d'une densité de flux à 80 degrés, à 180 degrés, donc tout autour. Vous voyez, c'est ce petit cockpit qui isole la sonde. Il comprend donc une sonde, c'est un senseur thermique noir, donc sous ce dôme de verre qui l'isole de la convection thermique. Il ne s'agit pas de mesurer la température de l'air, il s'agit de mesurer la température induite par le rayonnement. Une mesure importante en agronomie, c'est le PAR, le Photosynthetically Active Radiation. Donc c'est la gamme du spectre des radiations solaires qui est utilisable par les organismes photosynthétiques entre 400 et 700 nanomètres, donc dans le visible. Donc là, on a un principe photovoltaïque, c'est que le choc des photons incidents sur un matériau semi-conducteur transmet leur énergie aux photons et les transforme en tension électrique, ce qui permet de mesurer cette énergie photonique en mesurant une tension électrique en microvolts. Puisque la tension est proportionnelle à l'énergie elle-même qui dépend à la fois du nombre de photons, n, et on l'a vu, de leur longueur d'onde, avec l'équation E égale NHC sur lambda. Le problème, c'est que la réponse photosynthétique est mieux corrélée au nombre de photons qu'à leur énergie. C'est-à-dire qu'un photon d'une certaine énergie, finalement, a la même efficacité photosynthétique qu'un photon d'une énergie inférieure ou supérieure. C'est surtout le nombre de photons qui est important. Or, le problème, on voit que ces capteurs photovoltaïques réagissent à la fois au nombre de photons et à leur longueur d'onde. Donc on va corriger la réponse du capteur pour gommer l'énergie liée à la longueur d'onde par la loi de Planck. Donc voilà les propriétés d'un capteur PAR. On a d'abord deux coupures, une coupure à 400 nanomètres, donc on utilise un diffuseur acrylique, et une coupure à 700 nanomètres. L'intérêt, c'est que, on ne mesurera que des énergies comprises dans le spectre visible. Et puis on a une réponse qui va être atténuée aux longueurs d'onde bleues courtes avec des photons de forte énergie et augmentée aux longueurs d'onde rouges avec des photons de basse énergie. Donc vous avez ici un exemple de photodiode à l'arsénure de gallium qui vous montre dans le graphique en bas à droite la réponse de ce senseur en fonction de la longueur d'onde. Comme il est moins efficace pour transmettre de l'énergie électrique, donc pour créer une tension avec des longueurs d'onde rouges, et plus efficace avec des longueurs d'onde bleues et plus efficace avec des longueurs d'onde rouges, on va avoir une compensation de l'énergie des photons. Et au final, il va avoir une courbe de réponse très très bonne pour mesurer le nombre de photons. Quelle est la réponse physiologique au rayonnement ? Donc, il existe de très très nombreux liens entre le rayonnement et la physiologie des végétaux. Les rayonnements pour les plantes sont évidemment essentiels en raison de la photosynthèse, mais aussi avec un impact sur l'essentiel, en fait, la quasi-totalité des phénomènes physiologiques. On peut citer le phototropisme,
qui est l'orientation des végétaux en fonction du rayonnement, de l'intensité du rayonnement, le photopériodisme, les effets morphogénétiques, la photosynthèse, la photoinhibition et les photodamage en anglais, donc les dommages créés par un excès de photons, de lumière. L'idée qu'il y a des plantes d'ombre et des plantes de lumière, avec des métabolismes différents, et évidemment, ça a un effet sur la capacité photosynthétique. Alors voyons la photosynthèse d'une feuille isolée. C'est sûrement quelque chose que vous avez déjà vu, qu'on va revoir de façon assez sommaire. Donc on a un graphique qui porte en abscisse l'éclairement en micromoles de photons par mètre carré par seconde, donc des nombres de photons, et en ordonnée la photosynthèse nette, c'est-à-dire mesurée par la fixation de CO2. Eh bien, la courbe de réponse d'une plante en termes de photosynthèse nette par rapport à la quantité de photons qui arrivent suit cette forme, la courbe rouge ici. Cette courbe est linéaire entre R0 et une certaine valeur, c'est-à-dire R0, c'est la respiration de base, c'est-à-dire c'est la quantité nette de CO2 fixée à l'obscurité. Cette quantité est négative, puisqu'il n'y a pas de CO2 fixé par photosynthèse, on est à l'obscurité, mais il y a en revanche de la respiration. Et donc on a une perte de CO2. Donc la photosynthèse nette est négative, par l'effet de la respiration. Donc c'est la respiration de base. Elle coupe le zéro pour une valeur d'éclairement IC, qui est le point de compensation. C'est la quantité de photons qui compense exactement la respiration de base. Donc on a une photosynthèse nette nulle. La photosynthèse brute compense la respiration. On continue à augmenter l'éclairement et on va obtenir un changement de forme de la courbe qui finit par atteindre un plateau et le point d'inflexion juste avant que la courbe ne soit horizontale. Et IS, donc c'est l'éclairement saturant ou éclairement optimal. C'est l'éclairement auquel la courbe atteint un plateau d'intensité de fixation de CO2 maximale. La photosynthèse nette est maximale. On aura beau continuer à augmenter l'éclairement, il n'y aura plus de gain en photosynthèse nette. Donc on dit que la capacité d'assimilation du CO2, qui est liée donc au métabolisme, à la phase biochimique de la photosynthèse, devient limitante. La pente phi de la droite dans la courbe croissante linéaire, c'est ce qu'on appelle le rendement d'absorption des photons ou rendement quantique foliaire, phi. Dans cette gamme d'éclairement, c'est la lumière qui est limitante. C'est-à-dire qu'il y a toujours possibilité d'augmenter la photosynthèse nette en augmentant l'éclairage. Dans ce cas, c'est la phase photochimique de la photosynthèse qui est limitée par manque de lumière. Grâce à ces courbes, on peut comprendre un peu mieux comment fonctionnent les plantes dites d'ombre et les plantes de lumière. Vous avez ici deux courbes, en rouge une plante de lumière et en bleu une plante d'ombre. Avec des R0 qui sont proches, et donc des différences en ce qui concerne l'intensité photosynthétique optimale. Donc l'intensité de compensation, elle est supérieure pour les plantes de lumière par rapport aux plantes d'ombre. Le rendement quantique foliaire, c'est-à-dire la pente, est supérieur pour les plantes d'ombre que pour les plantes de lumière. Et l'intensité saturante est très inférieure pour les plantes d'ombre par rapport aux plantes de lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'intensité de compensation IC, donc des plantes d'ombre, est inférieure à l'IC des plantes de lumière, ça signifie que les plantes d'ombre compensent beaucoup plus rapidement leur respiration avec peu de lumière. Elles sont vraiment adaptées à l'ombre, elles vont beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite compenser leur respiration. Et c'est directement lié au rendement quantique foliaire, donc à phi,
puisque la pente est beaucoup plus raide pour les plantes d'ombre que pour les plantes de lumière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elles valorisent beaucoup mieux chaque mole de photons supplémentaires. En revanche, elles vont atteindre la saturation bien avant les plantes de lumière. Donc en gros, les plantes de lumière sont moins efficaces dans la capture des photons, mais globalement, s'il y a suffisamment de photons, elles fixeront davantage de CO2. La plupart des plantes cultivées, en plein champ, sont des plantes de lumière, donc en grande culture. Maintenant, comment optimiser le couvert végétal pour avoir une photosynthèse maximale? Dans ce schéma, cette fois en abscisse, on a l'indice foliaire, Leaf Area Index, et en ordonnée, on a toujours la photosynthèse nette, la quantité de CO2 fixée. On peut tracer un certain nombre de courbes à partir de ce graphique. D'abord, la courbe de la respiration. Vous voyez qu'elle croît de façon négative, puisqu'il s'agit de CO2 perdu, de façon presque linéaire avec l'indice foliaire. Plus il y a de feuilles, plus il y a de respiration, et ce, de façon proportionnelle. 2 feuilles respirent 2 fois plus qu'une feuille. La courbe de la photosynthèse brute augmente linéairement avec l'indice foliaire, aux valeurs faibles et moyennes d'indice foliaire. Elles utilisent de façon croissante le rayonnement, puis on atteint un plateau. Ce plateau correspond au fait que, passé un certain indice foliaire, les feuilles se recouvrent les unes les autres et n'ont pas accès à la lumière. Donc on a beau augmenter le nombre de feuilles, à ce stade-là, on n'augmente pas la surface collectrice de lumière. Du coup, il en résulte une photosynthèse nette qui est la somme de ces deux courbes, la photosynthèse brute plus la respiration étant négative, qui va nous donner un optimum d'indice foliaire, en dessous duquel on peut toujours augmenter la fixation de CO2 par photosynthèse, et au-delà duquel la respiration fait plus que compenser, va faire diminuer la photosynthèse nette, puisque la photosynthèse brute n'augmente plus. Donc un des objectifs agronomiques, en ce qui concerne la densité de peuplement ou le port des plantes, va consister à se rapprocher de cet indice foliaire optimal. Donc voici les pratiques culturales qui visent à obtenir un indice foliaire optimal. La taille des fruitiers. Alors, ça n'est pas la seule considération. Il y a aussi le nombre de fruits par branche et l'équilibre entre les organes sources et les organes puits. La dose de semis, c'est-à-dire tout simplement la densité de peuplement. Il ne sert à rien de semer trop, puisque les plantes vont se recouvrir les unes les autres et la production ne sera plus augmentée, en raison de du fait qu'on aura atteint la capacité d'absorption maximale du couvert végétal. L'écartement, par exemple, entre les rangs de vignes. L'orientation des pentes, bien sûr. La fertilisation. Plus d'azote favorise la croissance végétative, on l'a vu, et donc augmente l'indice foliaire. Et puis les variétés, avec les durées de croissance foliaire avant floraison et l'architecture foliaire. Donc vous avez un petit exemple avec des caractères phénotypiques de différentes variétés de tournesol. Donc vous pouvez comparer des tournesols dans lesquels le nombre de feuilles est différent. Vous avez des variétés avec plus de feuilles. Vous avez également la taille moyenne des feuilles qui peut varier. Et puis vous avez la position des grandes feuilles par rapport aux petites. Si les grandes feuilles sont en haut et les petites en bas, évidemment, le système est moins efficace pour collecter de la lumière. Quels sont les leviers agronomiques de gestion du rayonnement autres que la génétique ou la densité de semis ou la taille des fruitiers? Eh bien, vous avez la lutte contre les rayonnements excessifs qui nous concerne ici dans le bassin méditerranéen avec des filets d'ombrage. Par exemple, c'est utilisé pour la production de mâches, sur des tunnels pour la production de framboises. Et puis le blanchiment des serres, qui est réalisé par hélicoptère ou alors à la main. Donc ça, c'est très intéressant parce que le bénéfice de réduire la température dans la serre va être supérieur à la perte de lumière. Donc là, c'est pas tellement l'excès de lumière en fait qu'on gère, c'est l'excès de température lié
au rayonnement. C'est bien une action qu'on veut avoir sur le rayonnement. Alors justement, passons au troisième chapitre concernant la température. La température des différents organes d'une culture résulte des échanges énergétiques entre la végétation, le sol et l'atmosphère. Elle va influencer la plante via les activités enzymatiques et donc impacter des mécanismes physiologiques tels que la morphogénèse, la photosynthèse, la respiration, la transpiration, virtuellement tous les processus physiologiques, qui à leur tour impliquent des échanges de masse, CO2 et H2O, entre la plante et son milieu. Donc ces échanges énergétiques s'effectuent par conduction au sein d'un milieu sans mouvement de matière, convection avec mouvement de matière et radiation sans support matériel. Donc la conduction, c'est quand vous faites chauffer une barre de fer, vous la plongez dans le feu et vous la touchez à l'autre bout, elle est chaude. Donc l'énergie s'est propagée de façon continue dans le matériau d'un bout à l'autre. La convection, avec mouvement de matière, ça signifie que si vous chauffez un fluide à un endroit, ce fluide va entrer en mouvement et va se déplacer, les zones chaudes vont se déplacer, c'est exactement ce qui se passe dans une casserole d'eau ou dans votre appartement quand vous chauffez avec un radiateur. Eh bien, vous avez un flux d'air qui va se déplacer et homogénéiser la température dans le milieu. Et puis les radiations, ce sont des infrarouges, essentiellement, qu'on reçoit. Donc ça, c'est ce que vous ressentez quand vous vous placez devant un radiateur. Vous ressentez un échauffement de votre corps qui est lié simplement au bombardement de rayonnement infrarouge. Alors on mesure la température avec des thermomètres de différentes sortes. Par exemple, alors les thermomètres à mercure, bien sûr. Donc c'est une dilatation du mercure, qui est un métal liquide à température et pression ambiante, qui se dilate quand c'est plus chaud et qui monte donc dans un tube étalonné. Mais il y a également la résistance de platine, donc qui montre, qui utilise le fait qu'il y a une relation entre la température du platine et sa résistance au courant électrique. Et donc on va utiliser cette résistance pour mesurer la température. Je passe assez vite là-dessus. Les réponses physiologiques à la température, on a vu, ça a à voir avec les activités enzymatiques. Donc on a la photosynthèse, la respiration, la croissance et le développement, et puis des stress spécifiques aux hautes et basses températures. Reprenons notre courbe, montrant la photosynthèse en fonction de l'éclairement. En abscisse, l'éclairement en micromoles de photons par mètre carré par seconde. En ordonnée, la photosynthèse nette. On retrouve nos deux courbes ici pour la même plante, mais à des températures différentes. L'une est à 15 degrés en bleu, l'autre est à 25 degrés. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que la température influence la respiration de base, R0. R0 augmente en négatif quand la température augmente. Plus il fait chaud, plus une plante respire. Donc plus elle perd de CO2 et plus sa photosynthèse nette est basse en raison de la respiration. Par ailleurs, elle va atteindre un maximum, c'est-à-dire une saturation de la photosynthèse nette pour des éclairements plus grands. Mais les flux, les rendements d'absorption quantique, les rendements quantiques donc, sont identiques, c'est-à-dire que les deux pentes sont parallèles. Ça ne modifie pas la façon de valoriser chaque mole de photons supplémentaire. La conclusion, c'est que les réactions biochimiques de la photosynthèse et de la respiration sont sensibles à la température. Donc on a des enzymes à 25 degrés qui sont plus efficaces pour respirer, mais aussi pour pratiquer la photosynthèse et l'assimilation du CO2. Et des réactions strictement photochimiques, c'est-à-dire la collecte des photons par les antennes collectrices à côté de la chlorophylle, donc qui sont peu ou pas sensibles à la température. On peut mesurer la croissance et le développement en fonction de la température, avec cette courbe, en abscisse la température, en ordonnée la vitesse de croissance, et on voit cette forme un peu particulière
avec, pour des températures trop basses, une croissance qui est nulle, puis qui augmente de façon plus ou moins exponentielle, ensuite linéaire, qui atteint un maximum et qui se met à diminuer lorsque la température est trop élevée. Donc on a ici l'idée que des températures extrêmes vont limiter la vitesse de croissance. On peut faire une approximation d'un seuil T0 de croissance nulle en regardant l'interception de la pente de la courbe linéaire, de la zone linéaire, avec l'axe des abscisses. C'est le T0. C'est ce qu'on appelle le zéro de végétation ou température de base. C'est un seuil à partir duquel donc, on considère que la croissance est nulle. Il est plus facile à déterminer que le seuil réel, puisque la courbe, effectivement, change de pente régulièrement jusqu'à devenir nulle. Donc c'est un seuil pratique et qui fonctionne bien. Ceci nous amène à la notion de degré-jour, DJ. C'est une mesure empirique qui permet de calculer l'accumulation de chaleur nécessaire à un phénomène physiologique, c'est-à-dire la croissance de la plante, qu'on évalue en tonnes de matière sèche par hectare, par exemple, ou l'apparition d'un stade phénologique, la germination, l'épiaison, la maturation. Comment est-ce qu'on calcule les degrés-jours ? Eh bien, pour chaque espèce, on va utiliser des températures empiriques de zéro de végétation, le T0, en dessous duquel on considère que la croissance végétale est nulle, et un TM, une température maximale, au-delà de laquelle la croissance est tellement pénalisée qu'on la considère aussi comme nulle. Par exemple, pour la plupart des plantes cultivées en milieu tempéré, au-delà de 30 degrés, on considère que la croissance est quasi nulle. On va calculer les degrés-jours de la façon suivante. Chaque jour, on relève la température maximale et la température minimale. On en fait une moyenne, donc Tmax plus Tmin sur 2, et on lui soustrait la température T0, c'est-à-dire la température de base, le zéro de végétation. Vous avez ici un tableau qui montre que T0 dépend des espèces et même des variétés. Donc la température de base d'un blé, d'orge, du colza ou du pois est de 0 degré. Ce sont des plantes qui peuvent croître à des températures basses, de type 5 degrés, 10 degrés. Il y a une croissance qui est plus faible, mais qui est toujours là. La betterave est plus exigeante. Elle a un zéro de croissance à 5 degrés. Le maïs à 6. Et le soja et la vigne, qui sont des plantes habituées, issues de milieux en fait, dont l'écosystème naturel est beaucoup plus clément sur le plan des températures, ont un zéro de végétation à 10 degrés. Si le nombre de degrés jour, si le degré jour calculé chaque jour est inférieur à 0 ou supérieur à la température maximale, alors on va compter un degré jour de 0. C'est-à-dire qu'on a une croissance nulle. La limite de ce concept, bien sûr, c'est qu'il ne prend pas en compte les autres contraintes. Il peut y avoir un degré jour favorable à la croissance une certaine journée, mais il y a une telle sécheresse, une telle contrainte hydrique qu'il n'y aura pas de croissance non plus. Il ne prend pas non plus en compte la durée du jour, les attaques de ravageurs, l'état de la fertilisation, etc. etc. Donc, on va voir que malgré ces limites, c'est un concept qui est opérationnel pour un certain nombre de choses. Voyons un exemple avec le maïs, dont la température de base, le T0, est de 6 degrés. Au 1er février, vous mesurez, sous abri, une température minimale de moins 4 et maximale de 2 degrés. Combien ça fait de degrés jour ? Moins 4 plus 2 sur 2, moins 6. Ça fait moins 7. On est très en dessous du T0, qui est à 6 degrés. Donc la température accumulée ce jour-là est de 0. On considère qu'il n'y a pas eu de croissance. Le 20 mai, vous faites les mêmes mesures. La température minimale est de 10 degrés, la température maximale de 22. Le nombre de degrés jour est de 10 plus 22 sur 2 moins 6. 10, on est au-dessus du T0, et donc on va accumuler une température de 10 degrés. Bien sûr, il faudrait aussi considérer les températures maximales. Bon, là, je donne l'exemple pour les températures minimales. Et donc, à partir de ces degrés jours, on peut développer la notion de somme de température. C'est un cumul de degrés jours sur une période de plusieurs semaines ou plusieurs mois qui permet d'atteindre une croissance ou un stade phénologique donné. Par exemple, pour le blé d'hiver, il faut 40 degrés jour avant germination. Entre la levée et la montée, il faut
500 degrés jour. Pour le lin, c'est seulement 110. Entre la montée et la floraison, il faut cumuler 850 degrés jour. Pour le lin, c'est seulement 640, etc., etc. Et puis vous avez le total, qui fait 2350 degrés jour pour le cycle complet du blé et 1450 pour le cycle complet du lin. Ça peut être intéressant pour connaître les caractéristiques d'une variété. Voici les sommes de température en degrés jour pour atteindre différents stades pour la variété LG11. Entre le semis et la floraison, 815 degrés jour. Entre la floraison et le grain, 735 degrés jour. On arrive à un grain pâteux à 38% d'eau. Et puis 185 degrés jour, le grain à 32% d'eau. La somme des températures entre le semis et la récolte, pour la variété D4-267 qui est précoce, c'est seulement 1440 degrés jour. Et pour la variété Célène qui est tardive, 1980 degrés jour. C'est très pratique donc pour comparer la précocité des différentes variétés. C'est un critère de sélection des variétés cultivées, on l'a dit. Donc la précocité va se voir pour certaines variétés qui sont très précoces, avec une somme de degrés jour entre le semis et la récolte inférieure à 1700, et puis des variétés très tardives en bas, qui nécessitent 2015 à 2090 degrés jour pour effectuer leur cycle entre le semis et la récolte. Il existe un indice de la FAO qui reprend cette notion, mais qui est calculé un peu différemment, mais donc qui peut être comparé à cet indicateur des sommes de degrés jour. Certains processus biologiques vont au contraire réclamer des basses températures. On va parler d'un besoin en froid. C'est par exemple le cas des débourrements des fruitiers ou de la levée de la dormance. On va alors parler de la somme d'action du froid. Le débourrement des fruitiers, c'est le stade auquel le fruitier va ouvrir ses bourgeons. Premier cas, la vernalisation, qui est le besoin en froid pour fleurir. C'est un processus pour lequel la floraison est stimulée par le froid. Il va conférer ce qu'on appelle une compétence florale au méristème. Les méristèmes, donc ces tissus méristématiques, vous devez savoir ce que c'est, indifférenciés qui provoquent l'organogénèse, qui vont fabriquer des feuilles, des bourgeons, etc. Il est nécessaire, mais généralement non suffisant pour déclencher la floraison, et en particulier, il va être associé à des exigences de photopériode, c'est-à-dire que les espèces vont détecter le printemps en fonction de deux stimuli, une somme de froid accumulée, ça veut dire que l'hiver est passé par là, et une photopériode qui se modifie avec une héméropériode qui s'allonge, c'est-à-dire la période pendant laquelle il y a de la lumière. La photopériode, c'est l'ensemble héméropériode-nictipériode. L'héméropériode étant la phase éclairée, et la nictipériode, la phase non éclairée. Sous nos latitudes, on va avoir ces deux effets successifs qui vont entraîner une floraison à l'été, par exemple. La durée de l'effet est d'autant plus longue que le traitement au froid était long lui-même, mais parfois c'est réversible. Par exemple, un méristème apical de tige vernalisée va rester compétent pour fleurir jusqu'à 300 jours après avoir été exposé aux basses températures, à moins qu'il soit soumis entre-temps à des températures autres ou à d'autres conditions qui sont réputées, pour le coup, dévernalisantes. Donc, un méristème peut perdre cette compétence en fonction des conditions. Deuxième phénomène, la dormance. Donc, c'est une période dans le cycle de vie d'un organisme où la croissance, le développement ou l'activité physique chez les animaux sont temporairement arrêtés. Donc, il y a de la dormance chez les insectes, par exemple, ou chez les reptiles. Par exemple, la dormance des graines. Il ne suffit pas de réhydrater pour déclencher la germination. Il peut y avoir besoin de traitements ou de signaux supplémentaires requis, comme par exemple des sommes de froid. Si vous essayez de faire germer des graines de fraisier ou, si vous travaillez dans un labo de recherche, des graines d'Arabidopsis thaliana, on vous conseille de les stratifier, de les faire passer pendant quelques jours ou quelques semaines à des températures très basses positives, 4 degrés, 6 degrés, et parfois même des températures négatives,
pour synchroniser la germination. Donc la dormance des graines a un rôle écologique évident. Elle augmente le temps disponible pour la dissémination des graines. La graine ne germe pas tout de suite, elle reste protégée un certain temps de façon à pouvoir voyager. Et puis surtout, ça augmente les chances de survie des jeunes plants en empêchant la germination en conditions défavorables. Donc il existe aussi des graines qui entrent en dormance lorsque les températures sont trop hautes. Ce processus est extrêmement variable selon les espèces et les conditions climatiques et dépend de la niche écologique en fait, de l'espèce considérée. Maintenant, examinons les stress de température. Il existe ce qu'on appelle un optimum de température photosynthétique. Pour les plantes des régions tempérées, c'est entre 15 et 25 degrés. Pour les plantes tropicales, c'est beaucoup plus haut, entre 30 et 45 degrés. La tolérance aux températures extrêmes est très variable aussi. Pour les plantes des régions tempérées, eh bien, elles supportent assez facilement des températures négatives, de moins 2 à 0 degrés, et elles supportent des températures extrêmes positives de 40 à 50 degrés. Pour les plantes tropicales, eh bien, elles ne supportent des températures basses qu'entre 5 et 7 degrés. Par contre, elles peuvent monter plus haut sur les températures élevées, entre 50 et 60 degrés. Voyons d'abord le froid, l'effet du froid. Donc les espèces sont plus ou moins sensibles aux basses températures et certaines peuvent s'endurcir, c'est-à-dire s'acclimater. L'acclimatation signifie que une exposition à un stress modéré confère une plus grande résistance à un stress important ultérieur. Donc vous avez ici des niveaux de résistance au froid et la variabilité génétique qui est donnée par la largeur du trait pour différentes espèces. Donc vous avez le seigle, par exemple, qui va tolérer des températures basses jusqu'à moins 40 degrés, le blé tendre jusqu'à moins 30 degrés, l'orge jusqu'à moins 20, et puis le pois qui va difficilement tolérer moins 15 degrés. Les stress liés au froid se différencient en deux catégories, le chilling, ou refroidissement, qui est un stress d'exposition à des températures basses mais positives, qui sont susceptibles d'altérer les membranes cellulaires et donc de leur perméabilité et la fonction des protéines qui sont encastrées, une diminution des activités enzymatiques, évidemment, et donc une altération de la croissance. On l'a vu, c'est parfois nécessaire dans les processus de dormance. Et puis il y a le freezing ou congélation. Dans ce cas, il y a des dégâts structurels qui sont induits par la congélation des cellules et leur éclatement. La congélation signifie la production de cristaux de glace. Ces cristaux vont augmenter en volume l'eau dans les cellules, vont créer des perturbations osmotiques avec des flux d'eau non désirés, donc de l'eau qui est restée liquide, qui va avoir tendance à changer de compartiment. Et tout ceci peut, en fait, va beaucoup dégrader les membranes cellulaires et les faire éclater. Donc le freezing, comme je le disais, va déshydrater aussi les tissus, paradoxalement. Il y a également le problème des embolies, qui sont des bulles d'air dans les vaisseaux conducteurs, avec une perte de ce qu'on appelle la conductance hydraulique. On imagine que de la racine à la feuille, il y a dans les vaisseaux de xylème, en particulier, une colonne d'eau continue. S'il y a une bulle, eh bien, ça crée un désamorçage. Cette pompe, c'est une sorte de pompe osmotique qui est drivée par l'évaporation au niveau des feuilles. Eh bien, s'il y a une bulle d'air dans le système, eh bien, il y a beau avoir de l'évaporation et on va tirer sur la colonne d'eau, mais le désamorçage fait que l'eau ne va pas être pompée au niveau des racines. Donc c'est ce qu'on appelle une perte de conductance hydraulique. Les conifères sont peu sensibles à l'embolie, donc la présence de ces bulles d'air. Le chêne va fabriquer des nouveaux vaisseaux au printemps pour alimenter les jeunes feuilles néoformées. Donc dans ces nouveaux vaisseaux, évidemment, ils n'auront pas subi le gel et il n'y aura pas d'embolie. Donc il peut y avoir également une montée de sève dans les vaisseaux qui permettent de réparer les vaisseaux embolisés chez certaines espèces. L'augmentation des températures va augmenter l'assimilation des minéraux du sol. Et donc la concentration de la sève et cette pression positive, osmotique, va, dans une certaine mesure, pouvoir réparer les embolies. Deuxième cas de figure, les stress liés aux températures élevées, à la chaleur.
Les températures élevées induisent une transpiration et il y a un mécanisme de régulation thermique des plantes, l'évaporation, est le système de refroidissement des tissus aériens. Elle peut être réduite, bien sûr, en cas de manque d'eau. Souvent, les stress hydriques et de température excessive sont associés, dans les épisodes caniculaires en particulier. Ensuite, il y a l'échaudage. Donc, il y a un accident de végétation qui abîme la fructification pour les céréales ou la vigne, si on dépasse l'optimum de température de la plante. On aura une réduction de croissance, mais aussi des désordres physiologiques, une mort des tissus. Chez les céréales, un accident de croissance des grains dû à un coup de chaleur va arrêter le remplissage des grains, et à la récolte, les grains seront ridés et de faible poids. Donc ça peut être assez terrible. Donc on voit ici que la plante est sensible aux hautes températures, à un stade critique de son développement, qui est critique pour le rendement. Les vignes peuvent griller, on a des grappes de raisin au cours des journées très chaudes qui grillent, donc les baies se flétrissent, se dessèchent sous l'action de la sécheresse et de l'insolation. Les moyens de lutte contre le froid, plus ou moins ponctuels, tout simplement les abris, et en particulier les serres. Et puis des cas particuliers, on l'a vu l'an dernier, en Rhône-Alpes, des catastrophes liées à des gels, à des périodes critiques, qui peuvent impliquer d'utiliser des chaufferettes. Donc tous les 3 mètres, on va mettre une bougie qui va permettre de tenir par combustion, de dégager assez de chaleur pour éviter les principaux dégâts sur les rangs de vignes. Une autre possibilité, si l'exploitation viticole est équipée d'un système d'irrigation, c'est avec des asperceurs, ça va être d'asperger, alors c'est un peu contre-intuitif, mais ça marche bien, d'asperger les rameaux de façon à créer un bouclier de glace autour des bourgeons, bouclier qui va isoler le bourgeon de l'air, air qui peut être à des températures négatives de -5, -10, alors qu'on sera autour de 0 degré dans la gangue de glace ainsi formée. Et puis il y a évidemment la possibilité d'avoir des stratégies d'évitement. Évitement des stress, évitement des périodes froides, en jouant sur la précocité ou sur les dates de semis. Pour gérer les températures hautes, la première chose est de permettre au système de refroidissement naturel de la plante de fonctionner en alimentant correctement en eau pour favoriser la transpiration. On peut aussi asperger, donc de façon à évacuer un certain nombre de calories de l'air par le passage en phase vapeur de l'eau. Et puis, on peut mettre des filets d'ombrage et, pareil, avoir des stratégies d'évitement des périodes chaudes en jouant sur les dates de récolte, par exemple. Le 4e chapitre va concerner le climat lié au vent et les aléas agronomiques liés au vent. Alors, le vent résulte d'une différence de pression entre deux zones de l'atmosphère. Et il va provoquer un déplacement de masse d'air et des caractéristiques climatiques particulières de température et d'humidité. Donc ici, on est bien concerné à Avignon, c'est la zone de vitesse maximale du Mistral, qui est très fréquent. La vitesse du vent est mesurée avec un anémomètre. On parle de Beaufort, pour cette force du vent. C'est la vitesse du vent au carré sur 9, c'est la racine cubique de la vitesse du vent au carré sur 9. Au-dessus de 10, ce qui correspond à 102 km/h, on a des tempêtes. Au-dessus de 12, 118 km/h, des ouragans. L'effet du vent, dans un système agronomique, c'est d'abord la déshydratation. Il favorise l'évaporation, il assèche l'atmosphère et le sol. Donc il a un effet séchant de stress hydrique. Il a également des effets mécaniques, avec des risques simplement de déchirement ou d'arrachement des feuilles, à partir de vents qui vont à 8 mètres par seconde. Le risque de la verse du blé, au-delà de 15 mètres par seconde. Et le risque de cassure des arbres en cas de tempête à 25 mètres par seconde. Il peut y avoir dans certaines régions du monde des risques importants d'abrasion par le sable. Les feuilles vont être complètement déchirées par les grains de sable transportés par le vent, donc dans des régions désertiques. Ensuite, le vent contribue à la dissémination des spores de champignons et des graines adventices. Les moyens de lutte, il n'y en a qu'un, c'est le brise-vent.
Vous avez ici une photo tirée de Google Maps non loin d'Avignon, où on voit des haies de résineux en général, hein, des haies de cyprès, qui forment des brise-vents. Donc, vous voyez ici, on a une succession de haies destinées à briser le vent. L'idée du brise-vent, eh bien, c'est de diminuer la vitesse du vent juste derrière. Donc, vous avez ce premier graphique ici, en haut à droite, avec un effet du brise-vent sur le pouvoir asséchant du vent. Donc, en mètres, ici, la distance au brise-vent en abscisse, et puis l'évaporation en pourcentage en ordonnée. Et bien, on voit qu'avant le brise-vent, l'évaporation est forte, parce que le vent est fort. Mais derrière le brise-vent, on a un microclimat qui est créé avec beaucoup moins de déshydratation. Il est important que le brise-vent freine le vent sans l'arrêter. L'idéal, c'est une perméabilité de 50%, parce que si l'obstacle est infranchissable comme un mur, on va avoir des phénomènes de turbulence, c'est-à-dire de circulation tourbillonnaire du vent en amont et en aval, qui va avoir un résultat opposé à celui recherché, c'est-à-dire une augmentation de la demande climatique en eau. Nous abordons maintenant le 5e et dernier chapitre concernant les facteurs climatiques et qui concerne l'eau. Alors, le cycle de l'eau, le voici. Donc, on a un stockage d'eau dans les océans qui s'évapore, se condense en altitude, notamment en fonction du relief, crée des nuages qui vont donner lieu à des précipitations sous forme de neige, qui peut éventuellement se transformer en glace en altitude, et sous forme d'eau, qui vont ruisseler donc, dans les cours d'eau superficiels, être stockés éventuellement dans des lacs, s'infiltrer dans le sol, donner lieu à des écoulements souterrains et à des écoulements, à des stockages dans les eaux souterraines, et tout ça revient à l'océan. L'eau atmosphérique est caractérisée par des mouvements verticaux, des transferts ascendants qui sont liés à l'évaporation de l'eau liquide sous forme donc, de vapeur, et à des transferts descendants, soit par condensation dans la basse atmosphère sous forme de brouillard, de brume, de rosée, de gelée blanche, ou condensation dans la haute atmosphère pour former des nuages qui vont donner lieu à des précipitations. Un nuage, c'est un ensemble de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère. Donc comment ça se forme ? Eh bien, vous avez toujours un mécanisme qui fait intervenir le refroidissement brutal d'une masse d'air humide. Donc ça peut être lié à la montée de l'air en altitude. On perd 6 degrés par kilomètre d'altitude. Alors, vous avez un cas typique avec les Cévennes, donc au bord de la Méditerranée. De la vapeur d'eau se forme au-dessus de la Méditerranée. Les vents peuvent éventuellement pousser donc, cette vapeur d'eau vers les Cévennes, qui constitue un obstacle qui va pousser la masse d'eau à monter donc, au flanc de cette montagne. Et ceci va entraîner le refroidissement de cette masse d'air humide. Ça peut aussi se produire avec le contact avec un sol froid la nuit. Et puis enfin, le contact avec des masses d'air plus froides, c'est ce qu'on appelle un front atmosphérique, quand deux masses d'air de température et d'humidité différentes glissent les unes sur les autres. Alors la condensation va entraîner la formation de nuages, c'est-à-dire des gouttes d'eau ou des cristaux de 10 à 25 micromètres de diamètre. Ensuite, ces gouttelettes vont grossir en absorbant de l'eau de condensation. Donc à partir de 0,1 à 0,3 mm, on a des précipitations liquides sous forme de pluie. Ces pluies, donc, on distingue les pluies advectives qui sont liées au front froid. Donc deux masses d'air se rencontrent à température différente et il y a donc des nuages et des précipitations qui se produisent au niveau du front. Ou les pluies convectives, donc, qui sont liées au développement de nuages, à développement vertical, comme les cumulus ou les cumulonimbus. Lorsqu'il fait très chaud l'été, vous avez formation de gros nuages liés à l'évaporation de l'eau. S'il y a des courants d'air ascendants, ils vont entraîner les gouttelettes en altitude où la température est plus basse. Et on aura la formation de cristaux de glace en présence de noyaux de cristallisation, des poussières. Et au-delà d'une certaine taille, on aura des précipitations solides sous forme de cristaux de grêle ou de neige. La forme définitive de la précipitation est modifiée en fonction de la température des couches d'air traversées. Elles vont augmenter en taille, donc on aura des grêlons, ou bien elles vont se vaporiser ou se sublimer, ou se transformer en neige, etc.
Concernant les précipitations, il est important de comprendre que la quantité d'eau annuelle qui tombe dans une zone ne suffit pas pour caractériser son bénéfice agricole. Donc vous avez ici un petit tableau qui vous montre la répartition des pluies entre un climat parisien et méditerranéen, donc entre Paris et Marseille, sur des données donc collectées de 1931 à 1980. La quantité de pluie annuelle est la même, c'est 585 mm et 546 mm. Il pleut légèrement moins à Marseille. Mais si vous regardez le nombre moyen de jours de précipitation, alors des jours où il pleut plus de 0,1 mm, plus de 5 mm ou plus de 40 mm, eh bien vous voyez une répartition très différente. À Paris, il pleut souvent des petites quantités. Vous avez 140 jours de pluie à 0,1 mm, plus 36 jours de pluie à 5 mm, et jamais de pluie à plus de 40 mm. Alors qu'à Marseille, vous n'avez que 75 jours de pluie à 0,1 mm, 32 jours de pluie à 5 mm et 1,3 jours de pluie supérieure à 40 mm. Maintenant, voyons l'état hydrique des végétaux. Une plante, c'est 90% d'eau. Donc 1 kg de matière fraîche, fresh weight en anglais, on l'écrit FW, correspond à 900 g d'eau. La teneur en eau se note WC, c'est water content, et on l'exprime par organe en général. Donc le water content dans les fruits, dans les feuilles et dans les graines. Elle a plusieurs rôles essentiels. D'abord, évidemment, l'eau est le solvant de la vie étant définie comme des réactions chimiques à base de carbone qui ont commencé sur Terre il y a 4,5 milliards d'années et qui ne sont toujours pas terminées. Elle est essentielle pour le transport des minéraux et des photoassimilats. Donc les minéraux depuis les racines vers les organes puits ou photosynthétiques, et puis les photoassimilats des organes sources vers les organes puits. Elle est un substrat de la photosynthèse, on l'oublie souvent, et elle sert de système de climatisation en refroidissant les feuilles lorsqu'il fait chaud. L'eau absorbée par les racines va transiter dans la plante vers l'atmosphère à 97% par le phénomène de transpiration. 2% sont conservés pour la croissance en volume. L'eau remplit les cellules et permet le développement de tissus. Et 1% est utilisé pour la photosynthèse pendant la phase photochimique qui correspond à une oxydation de l'eau. Ce coût cache un avantage évolutif. Les feuilles qui transpirent se refroidissent et dissipent l'échauffement provoqué par l'absorption des rayonnements solaires. Les plantes sont mécaniquement destinées à absorber des rayons solaires pour produire la photosynthèse, et donc ce rayonnement entraîne un échauffement qui ne peut être dissipé que par une forte transpiration. Les volumes transpirés sont énormes, donc c'est 1 mètre cube d'eau par an et par mètre carré de surface, c'est-à-dire 1 tonne d'eau. 1 hectare couvert de végétal évapore 10 mégatonnes d'eau par an. Donc la végétation est beaucoup plus efficace qu'un sol nu pour évaporer de l'eau. On parle d'efficience photosynthétique de l'eau. Lorsqu'on fait un bilan, la photosynthèse nécessite des échanges gazeux entre la feuille et l'atmosphère par les stomates pour faire rentrer du CO2, mais aussi pour faire sortir de l'eau. Donc la photosynthèse a un coût hydrique élevé. Il faut 500 moles d'eau évaporée pour une seule mole de CO2 assimilée. Il y a donc une corrélation forte et positive entre le rendement, la production de biomasse qui est liée à l'assimilation du CO2, et la consommation d'eau. Limiter la transpiration, c'est limiter la croissance et le rendement. La sécheresse implique une faible productivité, ne serait-ce que pour cette raison. La régulation de la transpiration se fait de différentes façons, par des particularités anatomiques comme la présence d'une cuticule cireuse sur les feuilles, qui constitue une barrière imperméable, dont l'épaisseur augmente en situation de stress fréquent ou prolongé. Et les flux d'eau sont contrôlés par des stomates, donc, qui sont des pores à ouverture régulée. Et évidemment, on l'a déjà mentionné, beaucoup d'espèces dans les milieux chauds, arides et secs vont avoir des particularités anatomiques telles que la présence de poils pour les espèces méditerranéennes qui servent de brise-vent microscopique et qui créent une couche d'air humide tampon entre la surface de la feuille et l'atmosphère. Quelles sont les pratiques culturales pour limiter la transpiration ? On a un effet d'oasis, donc lorsqu'on fait une plantation serrée en verger en particulier en milieu aride, ça permet de limiter l'irrigation, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de rafraîchissement de l'air
et de maintien d'une atmosphère un peu plus humide au niveau des feuilles, du fait de la densité du feuillage, qui limite un peu la transpiration et permet de moins irriguer. Et puis les brise-vents, les brise-vents importants pour limiter le renouvellement d'air par convection, dont nous avons vu qu'il assèche les sols et les couverts végétaux. On peut caractériser les états hydriques des végétaux. Je ne vais pas y consacrer trop de temps puisque vous le voyez par ailleurs en physiologie végétale. On va revoir quelques notions importantes sans détailler. La teneur en eau d'abord. La teneur en eau dans un végétal ou dans un tissu reflète le stress effectivement subi par la plante. On parle de stress hydrique. C'est-à-dire que si la teneur en eau diminue en dessous d'un certain seuil, eh bien, il n'y a juste pas assez d'eau pour assurer le fonctionnement optimal du végétal. Et puis il y a le potentiel hydrique et ses différentes composantes qui reflètent les possibilités de prélèvement de l'eau par la plante dans son milieu, dans le sol. Là, on parlera de contraintes hydriques ou de flux de prélèvement. En zone tempérée, on a des contraintes hydriques, des diminutions de flux beaucoup plus fréquentes que le stress hydrique lui-même, qui correspond à une diminution de la teneur en eau. Lorsque la plante a suffisamment subi de diminution de flux pour que sa teneur en eau baisse, en général, il est trop tard et les dégâts sont irréversibles. Ces états hydriques, on peut les mesurer par différentes grandeurs. Il y a d'abord la teneur en eau, water content. On parle de masse fraîche, donc c'est fresh weight, la masse d'un certain volume de tissu contenant de l'eau. Et puis la masse fraîche à pleine turgescente, fresh weight at full turgor. Donc pour la mesurer, on place des échantillons végétaux pendant 2 heures à 4 degrés dans des contenants humides, leur pétiole baignant dans de l'eau distillée. Donc on coupe une feuille, on met le pétiole de la feuille dans de l'eau distillée, tout ça à 4 degrés. Donc à 4 degrés pour qu'il n'y ait pas d'activité enzymatique. Et donc la plante va prélever de l'eau jusqu'à saturation, jusqu'à ce qu'elle soit à pleine turgescence. La masse sèche, notée DW, dry weight, après dessiccation complète de l'échantillon. Donc c'est très simple, on prend un échantillon végétal, on le pèse frais, et puis ensuite on le passe à l'étuve à 105 degrés, le temps d'obtenir en fait sur quelques jours, 48 heures typiquement, un poids constant. Ça signifie qu'elle a perdu de l'eau, l'échantillon a perdu de l'eau et a cessé d'en perdre. Et donc on peut calculer la teneur en eau relative, RWC en anglais, pour Relative Water Content, qui s'exprime en pourcentage, qui est la masse fraîche, FW, moins la masse sèche, DW, fois 100, sur la masse fraîche à pleine turgescence, moins la masse sèche. Donc en fait, vous voyez qu'on fait un rapport entre la masse d'eau effective présente dans les tissus et la masse d'eau qui serait présente à pleine turgescence. Donc après avoir utilisé le dispositif exposé un peu plus haut. La mesure de cette masse fraîche à pleine turgescence peut être biaisée par le métabolisme pendant la phase d'hydratation, c'est pour ça qu'on se maintient à 4 degrés. Des fuites de soluté dans l'eau pure, vu qu'on travaille dans de l'eau distillée, il y a un gradient osmotique qui va être favorable à la fuite des minéraux depuis la feuille vers l'eau, même si l'ouverture par le pétiole est assez étroite. L'obstruction de vaisseaux après la coupure de la tige, il existe des mécanismes de bouchage des vaisseaux lorsqu'il y a une blessure. Et la saturation en eau des espaces intercellulaires, qui est un artefact. Ce qu'on s'attend à voir, c'est plutôt un gonflement des vacuoles, en particulier dans les cellules. On utilise en fait d'autres grandeurs, comme la teneur en eau. C'est simplement la masse d'eau sur la masse fraîche, donc le pourcentage de la plante fraîche qui est composée d'eau, ou bien la masse d'eau par gramme de matière sèche du végétal. Lors d'un stress hydrique, on a un certain nombre de réponses physiologiques mises en place progressivement au cours du dessèchement du sol. D'abord, le plus rapide, la fermeture des stomates. On est sur des échelles de temps de l'ordre de la minute. Il s'agit de limiter les pertes d'eau en réduisant la densité de flux, la transpiration. Ceci est bien sûr tout à fait réversible et régulé. Deuxièmement, on peut avoir une réduction de la surface foliaire en limitant la taille et le nombre des feuilles ou en procédant à un enroulement des feuilles. Vous l'avez peut-être déjà constaté, on va limiter des pertes d'eau. Donc on a un flétrissement. Ceci se fait à l'échelle des heures ou des jours. C'est durable, mais relativement réversible. Et puis ensuite, vous avez l'augmentation de l'influx racinaire avec un changement de l'équilibre du développement respectif des racines et des feuilles, avec une tendance à fabriquer plus de racines pour explorer une portion de sol plus grande, de façon à augmenter l'alimentation hydrique. Ça se passe sur des échelles de temps de l'ordre des semaines, le temps de la croissance végétale, et c'est irréversible.
Et après, vous avez l'osmoprotection, qui est la mise en place d'un certain nombre de mécanismes physiologiques et métaboliques, comme la synthèse de solutés compatibles. Ce sont des molécules qui vont rétablir le gradient osmotique entre la plante et le sol, et surtout, en plus, en fait, protéger les macromolécules, protéger les membranes, protéger les protéines, protéger le noyau et les acides nucléiques. On a également la synthèse de protéines de choc thermique, les heat shock protéines, qui vont également servir à maintenir en fait les structures cellulaires dans un état de déshydratation. On a synthèse d'antioxydants et puis donc tous les mécanismes qui permettent un changement de la composition des parois, etc., qui vont permettre de maintenir des structures biologiques. Ça se fait à l'échelle de jours et de semaines. C'est durable mais réversible. Toutes ces réponses physiologiques ont un coût et elles vont avoir un effet négatif sur la croissance et le rendement. Elles vont éventuellement augmenter la perte d'organes reproducteurs ou végétatifs. Donc ça, c'est important d'un point de vue agronomique. Les composantes du rendement d'un couvert végétal, sa surface foliaire et son activité photosynthétique par unité de surface foliaire, sont affectées par le déficit hydrique. À court terme, les racines sentent le déficit hydrique et se mettent en place des mécanismes de signalisation faisant intervenir l'acide abscisique là-bas, qui va entraîner la fermeture des stomates et une baisse de l'activité photosynthétique. Alors, la diffusivité stomatique du CO2 est supérieure à celle de l'eau. Donc la pénalité n'est pas immédiate. Même avec des stomates partiellement fermés, on économise beaucoup d'eau, mais on n'empêche pas complètement le CO2 de rentrer. Donc la perte de rendement ici est liée tout simplement à une période pendant laquelle il n'y a pas de photosynthèse, donc pas ou peu d'assimilation de CO2. À moyen terme, on peut faire diminuer le potentiel de turgescence et augmenter la rigidification des parois cellulaires, ce qui va, effectivement, augmenter les chances de garder de l'eau dans les tissus, mais diminuer l'expansion des organes. Donc la taille des organes végétatifs en développement va être réduite. C'est ce qu'on appelle une atteinte morphologique. Et une fois que la taille de ces feuilles est définie, eh bien, il faudra attendre d'avoir de nouvelles feuilles pour retrouver des tailles normales. À long terme, si la teneur en eau diminue dans les tissus, on a une baisse de la photosynthèse, mais en fait de tous les processus cellulaires, avec une dégradation des structures, les photosystèmes, les membranes, les parois, les protéines, et donc, par exemple, de la rubisco. Donc, si ce stress a lieu sur des méristèmes, l'organe est affecté avec un effet retard, puisque le méristème va donner un organe moins développé, et donc on aura une baisse de la taille de ces organes et une baisse de leur nombre, ce qu'on appelle une atteinte phénologique, et c'est assez grave, puisque souvent, c'est à partir de méristèmes qu'on obtient les produits utiles de l'agriculture, les grains par exemple, ou les fruits. On mesure le stress hydrique en utilisant une mesure du potentiel hydrique, du potentiel osmotique et de turgescence. Je ne reviens pas sur la théorie. Ceci mesure la difficulté de prélèvement d'eau par la plante, on l'a déjà dit. Le potentiel hydrique de base, notez bien, c'est la mesure du potentiel hydrique des plantes en fin de nuit, c'est-à-dire lorsque le flux hydrique est nul depuis plusieurs heures. Et ça correspond au potentiel hydrique du sol. C'est-à-dire qu'en l'absence de succion par la plante, puisqu'elle ne transpire plus, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de photosynthèse, les stomates sont fermés, elle ne transpire pas, donc en fait, elle est à l'équilibre avec le potentiel hydrique du sol. Ça permet de l'estimer. La teneur en eau des tissus, water content, relative water content, mesure les perturbations des activités métaboliques cellulaires. On revient encore là-dessus. Ces variables sont en général corrélées à l'état hydrique du sol. Le potentiel hydrique du sol renseigne de façon assez fiable sur l'état hydrique du couvert végétal et inversement. On considère, pour avoir juste un point de référence, que la plante n'est pas capable d'extraire de l'eau depuis le sol si le potentiel hydrique de ce dernier est inférieur à moins 1,5 mégapascal. On mesure le stress hydrique avec des méthodes de plus en plus sophistiquées, par exemple la thermographie, qui est un indicateur de l'évaporation d'un couvert végétal. On regarde si la plante transpire effectivement ou pas. Si elle transpire, c'est qu'elle a de l'eau. Si elle transpire plus, c'est que ses stomates sont fermés et qu'elle est en situation de déficit hydrique. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'une plante qui transpire fait refroidir la température au niveau de la surface de ses organes, et ceci peut être mesuré par des caméras infrarouges qui vont mesurer donc le rayonnement infrarouge, c'est-à-dire la température. Donc tout ça est en fausse couleur.
Et donc, on peut voir quelles sont les plantes qui sont en déficit ou pas, que ce soit dans une enceinte expérimentale ou au champ, au niveau des parcelles. Ce qui peut permettre de piloter l'irrigation et de la diriger spécifiquement sur les plantes qui sont déjà en stress plutôt que d'arroser tout. Pour gérer le stress hydrique, il est important de connaître les deux types de plantes, isohydriques et anisohydriques. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Ces termes désignent des réponses observées face à l'augmentation de la demande évaporative, donc le TP, y compris en l'absence de dessèchement du sol. Elles conditionnent les stratégies d'irrigation. Les plantes isohydriques vont avoir tendance à maintenir la teneur en eau dans les tissus. Et pour ce faire, aux heures les plus chaudes de la journée à midi, eh bien, elles vont fermer leurs stomates et donc diminuer leur transpiration. C'est ce que vous voyez sur le schéma de gauche. Vous avez la teneur en eau qui reste à peu près stable au cours de la journée. Par contre, la transpiration connaît un pic en début de matinée, puis un minimum local, temporel, au niveau des heures les plus chaudes après-midi, et enfin remonte un peu le soir avant de rediminuer pour la nuit. Les plantes anisohydriques, elles, font varier leur teneur en eau. Leur teneur en eau va connaître une forte fluctuation avec un creux au milieu de la journée, dans les heures les plus chaudes, parce qu'elles ne ferment pas leur stomate, et donc, par contre, elles transpirent tout au long de la journée, avec un pic de transpiration, justement, aux heures les plus chaudes. Exemple de plante isohydrique, le maïs. Donc, lorsque la demande évaporative est forte au milieu de la journée, il ferme ses stomates. L'intérêt, c'est qu'il maintient le potentiel hydrique de ses feuilles et la teneur en eau de ses tissus. Ça économise également l'eau du sol. Par contre, ça va forcément handicaper la photosynthèse. Ce type de mécanisme est bien adapté au déficit hydrique en fin de cycle de culture. Ça permet de terminer le cycle sans stress. Ça va être le cas pour les maïs, donc qui vont être mûrs tard dans l'été, au mois d'août ou en septembre. Et puis les plantes anisohydriques telles que le tournesol, ce coup-ci, donc, lorsque la demande évaporative est forte en milieu de journée, eh bien, ils maintiennent l'ouverture des stomates. Donc, l'état hydrique des tissus tend à suivre celui du sol. Par contre, il maintient la photosynthèse, mais il épuise plus rapidement le stock d'eau du sol. Et ceci est bien adapté à des épisodes répétés de déficit hydrique modéré et court. Donc on voit deux situations écologiques assez différentes qui peuvent expliquer la façon dont ces plantes se comportent en situation de stress hydrique modéré. Alors, on peut citer le cas de la vigne, globalement de type isohydrique, mais on trouve des cépages à tendance anisohydrique. Donc un cépage isohydrique, par exemple, c'est le Cabernet Sauvignon. Donc sa photosynthèse est réduite en milieu de journée et il est préservé de certains dommages, de certains problèmes issus de la photoinhibition. Et les cépages anisohydriques sont le Chardonnay ou le Syrah. Ils sont généralement plus vigoureux en situation de déficit hydrique. Ils résistent mieux à la cavitation que le type isohydrique. Ils pourraient donc plus facilement récupérer de cavitation partielle en fin de journée et mieux tolérer des épisodes de sécheresse modérés. Mais au-delà d'un certain seuil de dessèchement du sol, la baisse trop sévère du potentiel hydrique dans la plante crée des dégâts irréversibles. Quelques considérations pratiques relatives à l'absorption. Les techniques culturales qui améliorent l'enracinement sont favorables à la gestion du déficit hydrique. En particulier, celles qui augmentent la vitesse d'installation du système de racines en début de culture. Donc, essayer d'installer un système racinaire très développé dès le départ. Ça améliore la structure du sol et son oxygénation, ça le décompacte, ça va créer de la porosité qui permettra de stocker de l'eau. Et il faudra éviter les excès d'irrigation en début de culture, sinon l'enracinement restera superficiel. C'est-à-dire qu'il faut habituer la plante à faire un certain effort, à mettre en place à investir de l'énergie et des ressources dans le développement d'un système racinaire bien profond, bien puissant. Petite anecdote, sous forme de devinette, lorsqu'on récolte les foins, est-ce qu'il vaut mieux les récolter le matin lorsque les stomates sont ouverts mais la teneur en eau est maximale, ou le soir lorsque les stomates sont fermés mais la teneur en eau minimale? Rappelons que l'idée évidemment du foin, c'est de le faire sécher le plus rapidement possible. Eh bien en fait, il vaut mieux faucher lorsque les stomates sont ouverts, le fanage sera plus rapide. Donc qu'importe qu'il y ait plus d'eau le matin, le fait que les stomates soient ouverts va induire un fanage beaucoup plus rapide. Deux notions extrêmement importantes agronomiquement, les périodes sensibles et les périodes critiques.
Ça, c'est valable d'une façon générale pour tous les stress. On va le voir appliqué au cas du stress hydrique. Durant une période sensible, un phénomène climatique défavorable tel que la sécheresse agit sur la croissance des organes végétatifs ou reproducteurs et se répercute sur leur poids final de façon proportionnelle à l'intensité ou à la durée du phénomène. Donc plus la sécheresse est sévère et plus les dégâts sont importants. Une période ou un stade dit critique, au contraire, se caractérise par un état dans lequel le phénomène climatique défavorable entraîne la chute du nombre d'organes à récolter, les fruits ou les graines, avec un effet presque tout ou rien. L'effet n'est pas proportionnel à l'intensité ou à la durée du phénomène. La période critique se situe souvent lorsque les méristèmes floraux se différencient et au moment de la fécondation. Une sécheresse, même très courte, qui tombe au mauvais moment, à cette période critique, peut affecter très sévèrement le rendement. Donc les plantes, évidemment, à floraison plus étalée, seront moins affectées. On en perdra certaines, mais pas toutes. Eh bien, on peut représenter cette notion ici pour le maïs avec un graphique pour lequel en abscisse, on a porté l'âge de la plante en jours. On indique le moment de la floraison, vers 70 jours, 80 jours. Et en ordonnée, le rendement en grains. On a A, le stade 10e feuille, et B, le stade grain laiteux au moment du remplissage des grains. Eh bien, vous voyez que la période sensible s'étend en fait donc, sur une période assez large. Donc là, pendant cette période, les dégâts seront proportionnels à l'intensité de la sécheresse. Par contre, il y a un stade critique au moment où se forment les méristèmes. Et à ce niveau-là, s'il y a un stress, vous voyez que le rendement en grains sera extrêmement perturbé. Alors pour conclure, ce chapitre est le chapitre sur le climat. Quelques outils qui sont utilisés pour mesurer l'humidité dans leur principe. Évidemment le pluviomètre, dont le principe est très simple. Également l'hygromètre. Ancestralement, il consistait en un fil attaché à une aiguille et l'humidité de l'air faisait varier, c'était un crin de cheval en général, faisait varier la tension du fil qui se rétractait, se contractait ou se dilatait sous l'effet de l'humidité, et on pouvait étalonner la longueur du crin de façon à connaître l'hygrométrie. Et puis vous avez le principe psychrométrique. Donc c'est un terme qu'on rencontre, un psychrométrique, ça veut dire que on va mesurer l'humidité en fonction des variations de température qu'elle induit. Donc vous avez un thermomètre sec qui vous donne une certaine température de l'air, et puis un thermomètre mouillé. L'évaporation et les courants d'air vont pomper de la chaleur pour créer de l'évaporation, et ceci va faire baisser la température. Donc la différence de température entre les deux thermomètres est d'autant plus grande que l'air est sec.